Bonjour, vous savez que j'ai nommé cette chaîne Crise 2024 parce que début 2024, quand j'ai commencé à publier sur le sujet, je pensais que la situation, disons, allait basculer en 2024 et que on allait vivre une crise économique hors norme à partir de ce moment-là. À vrai dire, la crise, elle commence en 2022, évidemment quand les taux d'intérêt ont monté hein, suite à l'inflation. Et on se retrouve maintenant dans cette situation-là. On n'en a pas tellement entendu parler dans les médias mainstream, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le Parisien vient de faire sa une sur un record, la grande inquiétude face aux 66 000 défaillances d'entreprises en un an. Et on va voir évidemment à quel point la situation est vraiment catastrophique. Donc on peut voir dans un autre article, hein, toujours du Parisien, défaillance d'entreprise, au bout d'un moment, l'accumulation de difficultés est très difficile à gérer. En un an, 66 000 sociétés ont mis la clé sous la porte, un chiffre qui inquiète le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il faut dire que si vous suivez sur la chaîne, hein, vous avez vu que c'est effectivement principalement les petites structures pour l'instant qui sont touchées le plus par les faillites et plus particulièrement dans les secteurs de la construction par exemple, hein, je pense que ça c'est évident pour tout le monde, de l'immobilier, dans la réparation automobile et ce genre de choses-là. Alors, c'est quoi l'accumulation des difficultés? On va avoir après mon interprétation de la situation et les chiffres, et peut-être ça peut vous permettre de trouver des solutions. Donc si on s'en réfère, et là vous allez vraiment avoir peur en fait, mais bon voilà, je pense qu'il faut voir la situation de manière objective. Si on regarde sur le site de la Banque de France, hein, on voit l'évolution des entreprises. Donc ça, vous avez, c'est le même chiffre, hein, c'est le nombre de défaillances sur un an. Et que vous regardez les maximums ici, vous voyez 63 741. Si vous allez ici là sur le maximum 63 879, ici on est à 63 480. Ici on est à 63 709. Donc oui, vous n'avez pas rêvé. 66 000, c'est au-delà de tout ce qu'on a pu connaître depuis 1991. Hein. Et cette période-là était une période de crise relativement grave hein, quand même, et qui avait touché justement beaucoup le secteur du bâtiment, beaucoup le secteur de la construction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'en termes de niveau de défaillance d'entreprise sur 12 mois, on est à un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis 30 ans et probablement depuis 50 ans. Vous entendez bien, on est à un niveau de défaillance d'entreprise probablement jamais atteint depuis 30 ans et très probablement depuis 50 ans. Donc on est vraiment dans une situation, enfin l'économie française plus exactement, est vraiment dans une situation, on ne peut plus délétère. Hein. Ça, c'est les chiffres du mois de septembre. Il n'y a pas les chiffres pour l'instant du mois d'octobre. Donc en fait, ces chiffres-là, les 66 000 défaillances d'entreprise, ça vient d'un cabinet d'études voilà, sur la question. Mais voilà, quelque part, on est vraiment quelque part au bout du bout. Alors, tout de suite, je voudrais quand même dire une chose, c'est que y a des gens qui racontent des légendes urbaines comme quoi ce serait juste un rattrapage de la crise de la pandémie dans lequel on a financé les entreprises. On peut vérifier ça très simplement pour voir à quel point c'est un message non seulement erroné, mais mensonger, parce que généralement c'est dit par des gens qui sont censés être économistes et qui sont censés avoir fait des études dans le domaine, ce qui est absolument scandaleux. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour les entreprises. Donc si on regarde cette courbe, évolution du nombre de défaillances, glissement annuel du cumul sur 12 mois. Voilà. Donc
Si vous voulez, vous avez le 0 ici. En dessous, vous avez moins d'entreprises qui font faillite. L'économie se porte mieux. C'était le cas, par exemple, dans les années, on va dire, 1999, hein, ou dans les années 2001, voilà, l'économie se portait mieux. Si vous regardez la crise des subprimes, 2009, vous voyez, l'économie se porte plus mal, on est au-dessus du 0. Donc vous comprenez un peu le principe. Plus cette zone sous le 0 est grande, moins vous avez d'entreprises qui font faillite. Plus cette zone-là, elle est importante au-dessus du 0, plus vous avez d'entreprises qui font faillite. Si vous regardez la surface qui est ici et la surface qui est là, par exemple, vous pouvez voir qu'elles se correspondent à peu près finalement. Alors, ça n'a pas de signification ici, parce qu'il y a quand même ici 2001 à 2007, il y a quand même 7 ans de différence. Par contre, ici, on a des gens qui viennent nous dire que c'est un rattrapage de la pandémie. Donc vous avez compris le principe. Alors, un petit moyen très simple, hein. Ici, la surface, elle fait pratiquement un carré. Ici, la surface en dessous, là, ça fait pratiquement la moitié d'un carré. Donc, si vous voulez, la surface totale, ici, c'est 1,5. C'est vraiment... Un enfant de maternelle pourrait faire la même chose. Si je regarde maintenant la surface qui est couverte donc, par les défaillances d'entreprise, hein, donc voilà, on a une excursion qui fait comme ça. Ici, j'ai 1, c'est très visible. Ici, j'ai à peu près 1. Ici, j'ai la courbe qui s'en va comme ça. Et donc, au total, ici, je vais me retrouver à peu près avec 3. Donc, on peut toujours dire qu'il y a 1,5 qui sont du rattrapage, mais il y a 1,5 qui ne sont pas du rattrapage. Et donc, c'est absolument scandaleux de dire que c'est un simple rattrapage. Non, ce n'est pas un simple rattrapage. On est vraiment dans une période de crise extrêmement grave. D'autant plus que je vous signale qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont pu avoir des délais pour rembourser les fameux PGE. Les PGE sont absolument un vrai scandale. On a obligé les entreprises à fermer sans les dédommager, alors que quelque part, on les a empêchés de faire un chiffre d'affaires. C'est absolument scandaleux. Et maintenant, elles doivent rembourser les PGE. Je ne comprends pas comment ça a pu être accepté, ce genre de truc-là. Je pense que à un moment donné, il faut qu'il y ait une enquête peut-être pour savoir est-ce qu'on n'a pas fait croire aux entreprises que finalement ils n'auraient pas à le rembourser. Auquel cas, il faudrait quand même qu'il y ait des conséquences. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point principal sur lequel je voulais revenir. Hein. On parle aussi de l'augmentation de la création d'entreprises qui compense. Donc là, je vous ai mis les courbes des créations d'entreprises. Hein. Donc ça, c'est les micro-entrepreneurs. Ça, c'est les créations d'entreprises classiques. Ça, c'est la création d'entreprises micro-entrepreneurs compris. Donc on voit que les vraies entreprises, en fait, ça stagne complètement. Voire même ça se dégrade en moyenne voilà, sur la période récente, sur 2024. Donc on n'est pas du tout dans la compensation. C'est absolument pas vrai. Et les micro-entreprises, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois licenciés ou avec un travail qui va leur apporter un salaire moins important, se mettent en micro-entrepreneur, en auto-entrepreneur, pour pouvoir justement avoir quand même un revenu. Et donc, on ne peut pas les compter là-dedans. Donc, si vous voulez, les arguments de création d'entreprise d'une part, et d'autre part, que ça serait un rattrapage, sont complètement faux. On est vraiment dans une crise extrêmement grave, et on est dans une crise si grave que c'est probablement pas le cas, enfin que ça n'a pas été le cas depuis 30 ou 50 ans. Parce que si vous voulez, quand on parle de petites entreprises, en fait, il faut bien comprendre que quelque part, si vous regardez ce schéma-là, hein, vous avez les moyennes entreprises qui commencent aussi à souffrir, et puis vous avez les ETI et les grandes entreprises. Alors c'est pas spectaculaire, mais malgré tout c'est quand même en lente augmentation, et c'est réellement un problème,
Parce que là, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui peuvent potentiellement être mis au chômage. Donc c'est quand même des choses qui sont extrêmement graves. C'est pour ça que ça commence à faire la une des journaux, parce que les médias mainstream commencent à s'inquiéter de la transmission en fait aux grandes entreprises de ce qui se passe sur les PME. Voilà, les petites entreprises sont dans un état, mais alors catastrophique. On est pire qu'il y a très longtemps. Hein. C'est vraiment. Et le problème, c'est l'effet domino. C'est vraiment l'effet de contagion au reste des grandes entreprises. Alors, les petites entreprises, c'est quand même elles qui détiennent la majorité de l'emploi. Donc, c'est quand même très grave. Mais avec la perte des moyennes entreprises, des ETI, et des grandes entreprises évidemment, à ce moment-là, on perd la production locale au profit des productions étrangères. Et donc vous comprenez à quel point c'est dramatique. D'autant plus, enfin je ne vais pas rentrer dans le cadre des délocalisations, parce que sinon là on va y passer la journée, mais je vous avais dit qu'on allait regarder une des causes du problème. Donc vous avez effectivement les PGE et ce genre de choses-là. Et puis vous avez l'inflation. Donc l'inflation, voilà, je vous ai affiché l'inflation d'un certain nombre de pays, de la zone euro, de manière à ce que vous ayez un point de comparaison pour comprendre où est-ce qu'on en est. Donc déjà, pour commencer, vous avez la France. Donc ici, vous avez le 2%. Vous avez 2% d'inflation, hein, ici, c'est l'objectif. Et si vous regardez la France, vous voyez qu'on passe ici sous les 2%. Voilà. C'est pas nécessairement la baisse de l'inflation, une baisse trop forte de l'inflation n'est pas nécessairement une très bonne chose. Et en fait, c'est même pas une bonne chose du tout. On va voir pourquoi après. Ensuite, vous avez la zone euro de référence. On voit qu'on est tout juste sous les 2%. Vous avez la Belgique. La Belgique, c'est un cas un peu particulier, comme vous pouvez le voir. Ils sont actuellement entre probablement au-delà de 4,5%, 4,7%. Vous avez après l'Allemagne. L'Allemagne est un peu au-dessus de 2. Vous avez ensuite l'Italie. L'Italie, elle est aux alentours de 1, à peu près comme la France. Vous avez le Luxembourg. Là encore, c'est un peu comme l'Italie. Vous avez les Pays-Bas. Les Pays-Bas, eux, ils sont clairement au-dessus de 3. Les Pays-Bas, ils sont à 3,3 en septembre et ils sont à 3,3 en octobre. On va voir pourquoi c'est important. Vous avez le Portugal. Donc le Portugal, ils sont supérieurs à 2, 2,6. Vous avez l'Espagne, légèrement inférieure à 2, 4, l'Espagne. Voilà, ils sont juste en dessous de 2 en fait. Ils sont à 1,8 je pense. 1,8, ouais. Ensuite, vous avez le Royaume-Uni. Donc ça, ils font pas partie de la zone euro, mais je les ai pris comme un indicateur. Ah bah, ils ont pas mis l'indicateur. Bon. Bon, je pensais que ça s'est arrêté en fait. Bon, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Elles sont pas très fair-play. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'inflation, elle est quand même toujours présente en fait dans certains pays de la zone euro. Donc, c'est pas évident qu'il y ait une baisse des taux rapide. Alors, il y aura peut-être 0,50 ou 0,25 d'ici la fin 2024. Hein, ça, c'est pas impossible. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là où je voulais en venir, c'est que quand vous avez, donc je remets là le schéma de la France, quand vous avez une baisse de l'inflation, si vous voulez, il y a pas mal de décisions économiques qui ont été prises avant. C'est-à-dire, bon, je vais... Bon, bon, je vais essayer ça. Donc, si on regarde la France,
on voit qu'en 2022, eh ben, on a eu une forte inflation. 2023 aussi. Et puis ça a commencé à baisser début 2024 et maintenant ça n'arrête pas de baisser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous suivez la chaîne, eh ben, vous avez la trésorerie qui a commencé aussi à baisser en 2024. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dépenses qui ont été engagées, des augmentations de salaire qui ont été engagées en 2022, en 2023. Mais en 2024, eh ben, et tout ça, toutes ces dépenses ont été engagées sur des niveaux d'inflation importants. Parce que vous voyez, en France, on est monté jusqu'à 7%, mine de rien. Donc le truc, c'est que il y a eu des engagements et maintenant, eh bien, vous avez une baisse de l'inflation. Donc, si vous voulez, vous avez quelque part des coûts qui ont été pris au moment où l'inflation elle était à 7%, entre 4 et 7%, on va dire. Et maintenant, vous avez des rentrées d'argent hein, qui sont avec une inflation à 2%, voire moins. Donc vous avez nécessairement un manque à gagner. Vous avez nécessairement donc des marges qui deviennent beaucoup moins importantes. Et à ce moment-là, bah, vous avez la trésorerie mécaniquement qui baisse. C'est le même problème que rencontre le gouvernement à une autre échelle, hein, évidemment, sur son budget. Parce que le gouvernement a le même problème. Les rentrées, elles ont été très importantes en 2022-2023, précisément avec l'inflation. Et maintenant, l'inflation baisse, les rentrées deviennent moins importantes. Et ce qui a été prévu, en fait, a été prévu avec une inflation peut-être plus importante. Vous avez un delta, et ce delta, bah, vous allez retrouver dans les 60 milliards ou 100 milliards de déficits qui ont été, entre guillemets, découverts. Mais en fait, c'est dû à ce mécanisme, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est dû à ce mécanisme. Parce que comme vous avez moins d'inflation, ben, nécessairement vous avez moins de rentrées sur les taxes des entreprises, etc. Enfin voilà. Donc c'est ça le problème. Et si vous voulez, pour que cette situation se résolve, ben, il faut que ça soit purgé. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va continuer comme ça. Le problème, c'est si vous passez, comme ça a été le cas de la Belgique, hein, la Belgique, vous voyez, fin 2023, il y a eu un passage qui est tombé jusqu'à moins 2% quand même. Hein. Donc c'est de la déflation. Quand vous passez sous le zéro, c'est de la déflation. C'est quelque chose de particulièrement dangereux, hein, la déflation, parce que vous risquez d'avoir un cercle vicieux qui s'enclenche. Et à ce moment-là, vous risquez en fait d'avoir les gens qui achètent plus rien, attendent que ça soit toujours moins cher. Et donc ça peut être assez catastrophique. Bon, visiblement, le problème a été réglé fin 2023. Et donc, voilà, l'inflation est repartie. Bon, mais quand même à des niveaux, pour le coup, assez élevés. Hein, 4,7 à fin 2020, à octobre 2024. Sinon, vous avez les Pays-Bas aussi qui se sont retrouvés dans la même situation. Bon, est-ce que c'est probablement dû hein, au fait que les Pays-Bas et la Belgique échangent beaucoup au niveau économique. Hein. Donc pareil, fin 2023, vous êtes passé là sous le zéro et vous avez un rebond de l'inflation vers les 3,3. Voilà, septembre et 3,3 en octobre. Donc voilà, voilà, il y a eu ce rebond-là. Mais si vous voulez, voilà en fait le problème actuellement des entreprises, c'est-à-dire que eh ben, elles doivent absorber en fait les dépenses qui ont été faites au moment où les prévisions de dépenses ou les engagements de dépenses hein, qui ont été faits, parce que c'est surtout les engagements de dépenses qui ont été faits 2022-2023, et ça doit être purgé maintenant avec la baisse de l'inflation. Donc c'est le cas en 2024. Et bah, ça va probablement être encore le cas en 2025. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup, c'est pour ça que ça inquiète les médias mainstream, qui commence à y avoir vraiment beaucoup trop de défaillances d'entreprises. Ça commence à poser un problème au tissu économique.
Donc il y a quand même un risque à un moment donné, eh ben, qu'on arrive dans un épisode de déflation, en tout cas dans certains pays, hein. Si on prend la France, hein, voilà, on est passé sous les 2%, on est actuellement à 1,5%. Ouais, on est à 1,5%. Et ça, c'est des données en fait sur 12 mois. C'est des données sur 12 mois. Annual rate of change. Bon, c'est pas ultra clair, mais voilà, c'est des données sur 12 mois. Et donc, bah voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. J'oserais dire quelque part normal. Enfin, ça veut dire après une situation d'inflation, bah il y a une période comme ça où il faut absorber justement le passage des coûts. Bah, et le problème, c'est que comme il y a une baisse dans les trésoreries, et ben à un moment donné, bah, les entreprises font faillite. Donc, l'idée, effectivement, ça peut être pour les entreprises qui sont dans cette situation, bah, de renégocier les contrats de long terme. Évidemment, pour les salaires, je crois pas ils peuvent faire grand chose. Je sais pas nécessairement trop comment ça peut être arrangé au niveau des entreprises en France. Mais en tous les cas, parce qu'il y a quand même des réglementations, code du travail, etc. sur le sujet au niveau des salaires, c'est quelque chose d'assez touchy. Mais au niveau des engagements, bah voilà, ensuite, il faut aller voir les fournisseurs, mais on comprend bien qu'il y a une perturbation qui est importante dans l'économie et que bah, cette perturbation-là, elle durera encore jusqu'en 2025, hein, clairement. Voilà, bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.